Bonjour Emmanuel, Bonjour Henri, vous allez bien? je vais très bien. Bien, Question rituelle. alors, De quoi allons-nous parler aujourd'hui Henri? Parce que là, vraiment, je ne sais pas quel va être le sujet on d'aujourd'hui. va... Qu'est-ce que vous avez préparé? Bon, je ne vais pas préparer grand-chose, vous savez, c'est toujours pareil, je suis en plein cambriolage. Enfin, je suis cambriolé, quoi. Mhm. Mais l'avantage, c'est que je connais mes cambrioleurs. Oui. Voilà. Et... Ben, c'est pas des Roumains, hein. Donc c'est... Alors, allez-y, allez-y. C'est des Bersoins. Ils viennent de la Bercy, vous savez, cette espèce Ah d'État, oui, oui, oui. d'État dans l'État. Oui. C'est des Bersoins, donc les Bersoins me cambriolent et la police ne peut rien faire. Donc, Puisque la police est à la solde de Bercy, comme tout le monde. de la Bercy, oui, Ouais, comme tout de le ce monde. pays, de cette ville-État. Il y a le Vatican et Bercy. Ouais, la Bercy. Bon, alors donc, non, soyons sérieux. Mais c'est très sérieux. Oui, c'est très sérieux, C'est parce très qu'on est sérieux. effectivement cambriolé, et puis je pense pas que ça va s'arrêter. Il n'y a pas d'assurance Non, pour ça. non, je pense qu'on vit avec eux, hein. On vit avec nos cambrioleurs. Donc, de quoi voulons-nous parler? On voulait parler de cette chose étrange, c'est que donc on est cambriolé, on le dit partout, tout le monde, on n'est pas les seuls, on est des milliers, des dizaines de milliers, et il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on continue, c'est-à-dire que il y a, voilà, il n'y a pas de limite, c'est le cambriolage total et on ne peut rien faire. Alors, la question c'est, finalement, pourquoi? C'est à ça qu'on réfléchit. C'est à ça qu'on réfléchit avec vous sur ce blog. On se dit, mais pourquoi ça ne change pas? Oui, ça c'est... Oui, c'est Pourquoi vrai. ça ne change Oui, pas? Parce que pourquoi? quand même, on est nombreux à avoir été comme ça, complètement dépouillés. Bon, je pense qu'on a fait la démonstration de notre sincérité, du fait que c'est complètement incohérent. On va devant la justice, on perd systématiquement. Vous avez vu, bon, j'ai fait état de la position du Conseil d'État dans un dernier billet sur... ça va même jusqu'à finalement devenir liberticide sur le web à cause de la Bercy, hein. Et alors, pourquoi il doit y avoir une raison? Parce qu'on ne peut pas toujours dire, ouais, c'est des salauds, les gens sont ci, les gens sont là. Non, je pense que les gens qu'on a en face de nous sont normaux. Et pourquoi font-ils ça? Pourquoi des gens normaux? Moi, quand je vois les magistrats, ils ont l'air normaux, hein. Et quand je vois leur jugement, je me dis, mais c'est pas possible. Où est le problème? Alors, j'ai deux hypothèses. La première. La première hypothèse, Henri. La première hypothèse, c'est le phénomène de la bête immonde. Alors la bête immonde, c'est comme ça qu'a été... C'est le Minotaure. ouais, c'est le Minotaure, voilà. C'est le Minotaure. C'est comme ça qu'a été nommé le nazisme. Mais en réalité, la bête immonde, je pense que c'est la jalousie et l'envie. Je pense que la jalousie et l'envie, de temps en temps, qui est quelque chose qui est latent. C'est un peu comme une épidémie, si vous voulez, le microbe est dans l'air. Et de temps en temps, C'est ça une s'organise. pandémie en France. Ouais, c'est une pandémie. Mais dans le monde, hein, c'est une pandémie. Mais de temps en temps, ça s'organise et ça devient virulent. Et quand ça devient virulent, ça envahit les espaces sociaux. Et de la même manière que l'envie et donc la jalousie ont envahi l'Allemagne au point de finir par mettre en place un type qui s'appelait Hitler, mais avant, peu importe Hitler, avant ils ont mis en place ce qu'on appelle le nazisme, c'est-à-dire le national-socialisme. C'est-à-dire qu'en réalité, la bête immonde, la jalousie, vise à, non pas, c'est pas un aspect de l'envie positif, c'est-à-dire l'envie positive, c'est mon voisin a une Porsche, je vais essayer d'en avoir une. Ça, c'est la partie positive de l'envie. C'est l'envie négative, la jalousie, c'est mon voisin a une Porsche, m'en fous, je veux pas de Porsche, mais ce que je veux, c'est qu'il ait plus de Porsche. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans une phase négative, on dit, il y a des gens qui ont plus, je veux pas avoir plus, je veux qu'ils aient moins. Voilà. Je veux pas qu'ils aient. Et alors, Ça, c'est la politique de Bercy, alors ça, c'est pas la politique de Bercy. Ça, c'est la politique qui permet la politique de Bercy. C'est-à-dire que la politique de Bercy, elle est très simple, c'est la cupidité. On prend, bon, très bien. Mais pourquoi peuvent-ils prendre sans retenue, sans que personne ne les arrête? C'est parce qu'ils ont l'adhésion de cette bête immonde, donc de l'envie, qui aujourd'hui s'est structurée
à l'échelon de l'ensemble du pays, et donc elle s'est structurée physiquement, c'est-à-dire matériellement, et elle s'est structurée à travers les syndicats. C'est-à-dire les syndicats sont passés d'une action légitime au profit de leurs salariés dans une discussion avec le patronat. Ils sont passés de cet espace dans lequel ils devraient être à un espace, je dirais, quasi religieux de dogme, le dogme de la négation de la possession pour les autres, qui est mis en œuvre par cette idée de la jalousie, de l'envie. Donc vous voulez dire, en 2 mots, vous voulez dire que ce qui dirige Bercy, c'est pas du tout le ministre, c'est le syndicat, le syndicat des impôts. Voilà, alors, Je dis des impôts, exactement. hein. Ce que je veux dire, c'est que dans des grands corps constitués qui représentent le pays, que ce soit la justice, que ce soit la Bercy, que ce soit des grandes entreprises comme la SNCF, vous mettez... Alors, on se trompe complètement quand on attaque les polytechniciens, les énarques, etc. Parce que, en fait, finalement, ce monde des polytechniciens et des énarques n'ont aucun pouvoir sur cette masse derrière syndiquée, qui représente des dizaines de milliers d'individus, et qui, elle, est animée par ce dogme donc de l'envie, découlant de l'envie. Le dogme de la destruction totale découlant d'envie. On préfère que personne n'ait rien, on ne veut pas quelque chose, nous on préfère que tout le monde n'ait rien. Voilà, c'est ça le dogme. Donc nos polytechniciens, nos énarques, qui sont quand même des gens intelligents, bien élevés, enfin qui ont quand même... Ils finissent par avoir une espèce de petite compétition honteuse entre eux, ce qu'on appelle le microcosme, dans lequel ils se bagarrent pour avoir les postes, et puis après, une fois qu'ils y sont, ils ne peuvent rien faire. Parce que s'ils essaient de modifier quelque chose, tout d'un coup, paf, il y a cette espèce d'énorme... Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'ils cherchent à changer le Ils système? peuvent pas. De mon point de vue, ils ne peuvent pas. Oui, mais ils ne cherchent pas non plus à le changer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, voilà, ils sont je pense là. dans la plupart, je ne cherche pas à le changer parce qu'ils ont déjà été achetés, puisqu'on leur donne des places quand même tout à fait tranquilles et de gros revenus, et on leur fout la paix. Mais il y en a quelques-uns, je pense, de temps en temps, qui quand même prennent conscience, essaient de faire quelque chose. Et ceux-là, ils sont complètement détruits, quoi. Ils sont détruits parce qu'ils se heurtent à quelque chose. C'est la bête immonde. Et cette bête immonde, si vous voulez, cette bête immonde, c'est par rapport à la société, c'est comme un virus par rapport au corps. Si vous voulez, vous avez des virus par rapport au corps qui ne meurent que quand le corps meurt. On ne peut pas les éradiquer. C'est-à-dire que votre corps n'a pas de virus ou il a un virus. S'il n'a pas de virus, il porte bien. C'est comme un cancer. C'est comme un cancer. Voilà. Ça ne cesse qu'avec la mort. Qu'avec la mort. Et je pense que les problèmes que nous avons ne cesseront qu'avec la mort de cette société qui sera une mort donc économique et qu'il faudrait souhaiter la plus rapide possible. Bon, en même temps, c'est pas drôle. Donc c'est un vrai problème. Donc si vous voulez, c'est pour ça que c'est insoluble. C'est insoluble parce que c'est structurellement mis en place, et le fonds de commerce, c'est l'envie. Et ce fonds de commerce, il a été tellement bien structuré qu'aujourd'hui, moi j'ai assisté à un colloque récemment où il y a un type qui est venu nous parler pendant 1 heure du scandale des revenus des députés. Attendez, le scandale chez les députés, c'est pas leurs revenus, c'est qu'ils foutent rien ou qu'ils comprennent rien. C'est ça le scandale. Après qu'ils aient des revenus, qu'est-ce que ça peut nous faire? Les députés aient des revenus importants ou pas importants. S'ils faisaient leur travail, ma foi, leurs revenus seraient sans doute légitimes. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Donc, si vous voulez, on se trompe toujours d'objectif parce que derrière, il y a de manière latente cette espèce d'envie, enfin pas cette espèce, cette envie qui est devenue la mère. Alors donc, pour vous résumer, je veux dire que le combat que nous menons contre Bercy, entre autres, est un combat qui est perdu d'avance pour le moment ou avant un siècle. Oui, voilà. Emmanuel, moi je n'ai jamais dit que je combattais, j'ai toujours dit que je témoignais. Donc si vous voulez, je me suis mis en position de témoigner, ce bloc est un témoignage fiscal, et quand on témoigne, on ne combat pas. Moi je témoigne pour l'avenir, pour qu'il reste des traces de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé. On accumule les procédures, on accumule les résultats, on accumule les jugements. Tous ces jugements, ils sont là, et les gens qui les ont pris, un jour, en répondront, moralement, j'entends, moralement, par rapport à la société, philosophiquement, comme tous ceux qui ont pris des jugements dans les époques difficiles où les sociétés s'effondrent, répondent de leur jugement. Donc nous, on est là que pour témoigner, on ne peut pas lutter. Donc ça, c'est la première raison. Nous avons la deuxième raison qui fait qu'on ne peut pas, qu'il ne se passe rien. Elle est très simple, c'est que nous ne sommes pas des mourants spectaculaires. Ah oui. Voilà. Ça, c'est oui, on meurt
tranquillement dans notre coin Voilà. sans emmerder personne. Voilà. Alors vous imaginez que l'ensemble du pays a une énergie très importante pour les accidents de la route. Ce qu'on peut parfaitement comprendre. C'est sûr que ce n'est pas une mort agréable. Hein. Mais les accidents de la route, c'est au moment où il y avait le maximum, c'était dans les 14 000 morts. Aujourd'hui, c'est 3 000 morts. Bon. Le cancer du fumeur, c'est 30 000 morts par an. Donc, à l'époque où il y avait beaucoup d'accidents de la route, le cancer du fumeur, c'était le double. Alors aujourd'hui, c'est 10 fois plus. Mais imaginez que le cancer du fumeur se passe de la manière suivante. La bouffée de trop. Paf, vous avez la dernière bouffée là, et là, vous tombez dans la rue avec de trop souffrance. Tout le monde se battrait pour éliminer, pour ne pas fumer. Mais le cancer du fumeur, ça ne se passe pas comme ça. Vous commencez à vous dégrader, puis vous allez chez vous mourir dans votre coin. Personne ne vous voit. C'est exactement on ne vous voit pas comme... mourir. Donc votre mort ne fait pas peur. Donc vous pouvez être 30 000 à mourir, c'est pas gênant. On ne le voit pas. Ben nous, c'est pareil. Nous, si vous voulez, c'est la différence entre une entreprise qui fait faillite parce que le patron ou les ouvriers ont déconné, c'est spectaculaire, pof, ça s'arrête d'un coup, c'est spectaculaire. Alors on a pour ça des tas de moyens pour essayer d'éviter, d'ailleurs il ne faut qu'empirer, mais bon. Mais nous, comme on meurt discrètement, ben, tout le monde s'en fout. Voilà. Nous, on est les décédés discrets de l'économie, les DDE. Des DDE, oui. Pas confondre avec la direction départementale de l'équipement. Voilà. Donc, voilà pourquoi, et je pense que c'est tellement fondamental que on vient voir nos amis là tous les 8 jours, maintenant peut-être tous les 15 jours parce que c'est l'été qui arrive, mais c'est pour le plaisir d'être avec eux, mais on sait très bien qu'on n'a pas de résultat possible. C'est comme ça. Bon, c'est pas là aujourd'hui, c'est pas une vidéo gay, hein. C'est pas une vidéo gay. Non, c'est pas une vidéo. C'est un constat. C'est un constat. Voilà. Mais ça ne va pas nous empêcher, si vous voulez. Moi, quand j'étais tout à fait jeune, vers l'âge de 14 ans, 13 ans, j'ai pris conscience que je n'existais pas, que j'étais une poussière dans l'univers. Si vous voulez. On n'existe pas, on n'est rien du tout. Vous imaginez l'univers, vous avez un peu la dimension de l'univers, on n'est rien. Et le constat d'être rien, c'est formidable. Parce qu'à partir du moment où vous êtes rien, vous êtes tout. C'est-à-dire, tous les possibles sont devant vous. Vous pouvez, puisque vous n'êtes rien, rien n'a d'importance. Donc, vous pouvez être ce que vous avez envie d'être. Donc, là, c'est pareil. Mais là, vous êtes revenu à vos 14 ans. Là, vous êtes revenu rien. Oui, on n'est rien. Voilà. On n'est rien pour de vrai. Voilà, Voilà, oui. donc, en même temps, on est tout. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire qu'on nous mette en prison? Franchement, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Qu'on me condamne à des sommes régulières. Et là, je viens d'être condamné, je vais en faire un petit papier, là, encore à 1 500 € pour un dénommé Blasi que j'avais enregistré. C'était fondamental, ce qu'il disait, bon, j'ai plus le droit de le mettre et je dois 1 500 €. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Il va me poursuivre, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Il peut se passer son temps comme ses collègues qui l'ont précédé, parce que tous ces gens ont tous été, j'ai toujours été condamné, donc tous ces gens qui sont quand même des escrocs, il faut dire ça, qui me volent, qui m'ont tout volé, bon, j'ai des dettes envers eux, parce que le tribunal leur a donné des primes, ils ont des primes, nos cambrioleurs, oui. Ils ont des primes. Alors ces primes, ils se désespèrent, parce que chaque fois qu'ils viennent chez moi pour les chercher, il n'y a pas un rond, donc si vous voulez, ils vont me vendre mes petites cuillères, mon lit, bon. Donc, si vous voulez, on est effectivement, on a disparu de la société, mais justement, on est libre. Et ça, on est libre, on ne doit rien à personne, enfin si, on doit plein de choses à nos cambrioleurs, mais se dire, bon, donc ça nous permet de nous dire, bon, après tout, hein, voilà ce qu'on avait à dire. Ça vous fout le moral à zéro? Ah bah oui, parce que bon, de toute façon, j'en arrive au même constat, puisque il y avait ce livre-là que je vous avais recommandé il y a quelque temps, qui s'appelle Le Piège. C'est fait par l'IFRAP, et ça a été édité en 2001. Bon, et tout est très très bien expliqué là-dedans, vraiment, tout est très bien expliqué. Et on s'aperçoit en 2014 que rien n'a changé. Non. Rien n'a changé sur les méthodes, sur la justice administrative, rien n'a changé. Rien. Non. Donc effectivement, ça ne met pas le moral au beau fixe. Non. Mais par contre,
si vous voulez, ça nous met dans une position de liberté intellectuelle et d'observateur. Ça nous permet de voir, d'assister à l'effondrement, finalement sans être impliqué, puisqu'on a été, On est déjà effondré. on a été mis sur la touche. Non, mais nous, on est déjà effondré. Oui, donc, on est effondré, mais on a été mis sur la touche surtout. Hein. Donc on n'est plus dans la partie. Donc on peut regarder la partie se faire. Je veux dire, les joueurs du Brésil qui n'ont pas été sélectionnés, qui étaient sur le banc de touche, ben, ils sont quand même plus tranquilles que ceux Oui. qui étaient sur le terrain. ça, c'est sûr. Alors nous, on est sur le banc de touche, donc Ouais. on va voir la truc s'effondrer. Voilà. Sauf qu'on n'a pas les mêmes salaires que les Non, joueurs ben, on sur n'a le banc de rien. touche. Oui, non, mais nous, on n'a rien. Ben, souvent, Bon, allez, quel livre pour finir alors, le livre, c'est Jacques Sapir. Alors, Jacques Sapir, Ah, votre donc c'est Sapir. voilà, très intéressant. Jacques Sapir, c'est donc, il représente la pensée qui nous catastrophe. Il représente la pensée qui nous catastrophe. Alors, c'est un homme que évidemment je ne connais pas, qui évidemment est tout à fait. Toujours vivant? Ah oui, oui, tout à fait. Son livre s'appelle Les trous noirs de la science économique. Bon, alors c'est un homme qui a une très grande culture, hein, qui a tout lu, ou en tout cas s'il n'a pas tout lu, il fait semblant d'avoir tout lu. Hein. Donc on peut dire que tous les économistes sont cités. Bon, et il arrive à cette conclusion que je veux vous lire parce qu'elle est quand même complètement extraordinaire. Voilà ce qu'il dit. L'objectif d'égalité reste un principe fondateur, alors que l'objectif d'équité est irréductiblement limité. Voilà, alors ça c'est extraordinaire, parce que voilà un monsieur qui fait un parallèle entre l'égalité et l'équité, et dont on comprend qu'il ne peut pas y avoir d'égalité et d'équité en même temps. Alors ça c'est quand même extraordinaire, parce que si vous voulez, l'équité c'est la justice. Hein, ce qui est équitable, c'est ce qui est juste. Donc il ne peut pas y avoir égalité et équité. Donc s'il y a égalité, ça sera par la force et ça sera injuste. Alors ça, c'est extraordinaire. Alors cet homme est évidemment tout à fait de gauche et il passe son temps dans ce livre à faire la démonstration que l'économie libérale, école autrichienne, etc., que l'économie libérale serait une économie qui a de grosses impasses, et notamment qui a comme impasse le fait qu'elle ne peut pas exister, la main invisible ne peut pas exister, la main invisible de Smith ne peut pas exister parce qu'il y a trop d'inconnus, et que pour que la main invisible existe, il faudrait que les agents économiques soient capables de choisir en tout état de cause, et que chaque choix soit fait en connaissant toutes les informations, de manière à ce que les choix s'équilibrent. Très bien. C'est compliqué, hein? Donc il argumente autour de ça, et il dit que puisque ça ne peut pas marcher, donc il conclut au fait que ça ne peut pas marcher, plus ça ne peut pas marcher, ben, l'État doit s'en emparer. Mais à aucun moment... Quitte à être inique. Ah non, c'est pas ça. À aucun moment il n'évoque comment l'État, lui, ne se tromperait pas. Alors moi je pense que en réalité, il remplace la main invisible par le coup de poing invisible. Parce que, si vous voulez, on sait, nous, d'expérience, parce qu'il y a des pays dans le monde quand même qui sont étatisés, et puis chaque fois que l'État s'empare d'une activité, même chez nous, c'est la catastrophe. Vous voyez, enfin, je ne vais pas vous voir, on va prendre exemple, tout le monde le sait. Donc si vous voulez, les économistes libéraux pensent que ce qu'ils ne savent pas régler, parce qu'ils ont la conscience c'est beaucoup trop compliqué, ce qu'ils ne savent pas régler, ça finira par se régler naturellement. Ça, c'est les économistes libéraux. Moi, je pense que les économistes non libéraux, collectivistes, planificateurs, devraient avoir comme philosophie ce qu'on n'a pas réussi à casser se cassera naturellement. Ce que j'appelle le point invisible. Moi, c'est ce que je conseillerais à M. Sapir. Mais bon, je n'ai pas les moyens de conseiller à M. Sapir, qui est un personnage, un philosophe reconnu. Moi, je ne suis rien. Je n'ai pas le moyen. Mais voilà. Mais je vous conseille de lire parce qu'il faut quand même lire la pensée des gens qui sont collectivistes, qui sont planificateurs. Il faut lire cette pensée pour bien comprendre à quel point elle est déviante et à quel point elle est, sous un couvert non dogmatique, elle est extrêmement dogmatique et tout à fait dommageable. Voilà, tout ce que... C'était du sérieux. Ouais, ça c'était du lourd. Hein. Ah ouais, c'était du lourd. Bon, bah écoutez, hein, à la prochaine fois. À la prochaine fois, et bonnes vacances si vous êtes en vacances ou si vous allez y être. Hein, voilà. Et puis surtout un peu de beau temps, parce que là pour l'instant il ne fait pas très beau. À bientôt.